Bonjour chers élèves. Bon, la fois dernière, avant d'aller en congé de Noël, nous nous sommes arrêtés au paragraphe 18a, là où nous avons parlé des différentes qualités d'Alkias dans l'improvisation, la perfection dans le style et puis la créativité. Alors aujourd'hui, nous prenons la deuxième partie de ces paragraphes, c'est-à-dire 18b. Suivez maintenant attentivement la lecture. Atque sic a sumis hominibus eruditismisque accepimus ceterarum rerum studia et doctrina et praeceptis et arte constare poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi divino podam spiritu inflari. Quare suo iure noster ille enius sanctos appellat poetas, quod quasi deorum aliquo dono atque monere commendati nobis esse videantur. Et maintenant, nous commençons l'analyse du texte. Vous avez déjà votre support et nous commençons par la proposition principale. Et dans la proposition principale, nous avons comme base accepimus. Accepimus, c'est un indicatif parfait actif de accepere. Alors ici, accepimus a le sens d'apprendre. Comment nous allons traduire cela? Nous allons traduire cela par nous avons appris. Mais au début, nous avons un atque qui est une conjonction de coordination qui signifie et nous avons appris. Mais il y a un mot qui modifie accepimus. Quel est ce mot-là? C'est sic, c'est un adverbe qui signifie ainsi. Nous avons ainsi appris. De qui avons-nous appris? Nous avons appris de a hominibus sumis. Hominibus, ablatif de provenance. Sumis, c'est un adjectif qui est toujours au superlatif, mais il n'a pas de comparatif, il n'a pas non plus de positif. Nous avons appris des hommes très élevés. Et de quels hommes encore? Et des hommes eruditissimis, des hommes très instruits. Ça aussi, c'est un adjectif qualificatif ou superlatif de eruditus, erudita et eruditum. Les deux adjectifs sont des épithètes de hominibus. Alors, le verbe accepimus fait appel à une proposition infinitive. Et ici, nous avons une suite de propositions infinitives. La première proposition infinitive a pour base constare. Constare qui signifie être constitué ou se composer. Qu'est-ce qui se compose? C'est studia, c'est le sujet. Studia, les études. Les études de quoi? De ceterarum rerum. Rerum, c'est de res rei. Bon, généralement, on les traduit par chose. Mais chose, c'est très vague parce que ma chemise, c'est une chose, les livres, c'est une chose. Mais ici, c'est au sens de la matière. C'est-à-dire, les études des autres matières se composent par quoi? Par doctrina, par praeceptis et par arte. Les trois mots sont des ablatifs de moyens. C'est-à-dire, par la science, par les enseignements et par l'étude, c'est-à-dire l'étude, les enseignements et la science. La deuxième proposition infinitive a pour base valere. Qui vaut? C'est poeta. Le poète vaut par quoi? Par natura ipsa. Natura ablatif de moyens et ipsa, il se rapporte à natura. Ce mot poeta est aussi sujet de excitare. À part valere, il est aussi sujet de excitare. Le poète est réveillé. Excitare signifie réveillé, mais ici il est au passif. Est réveillé par quoi? Par la force. Mais quelle force de l'esprit? Alors, viribus ablatif d'agent inanimé et mentis génitif explicatif. Alors, il est génitif explicatif pourquoi? Parce que quand on dit l'intelligence, c'est l'intelligence est une force? Oui, l'intelligence est une force. C'est pourquoi on parle du génitif explicatif. La troisième proposition, donc je dirais même la quatrième proposition infinitive annoncée par sic ici, c'est inflare. Inflare qui signifie souffler. Mais souffler par quoi? Quand on dit souffler par
par un souffle. Donc ici, il y a cette figure de style que nous appelons pléonasme, avec inflari et spiritu. Retenez cela bien. Inflari spiritu, nous avons un pléonasme. Alors nous allons dire, le poète est inspiré, quasi, l'adverbe qui signifie comme, est inspiré comme par quoi? Comme par spiritu, et spiritu va avec le mot quodam, déterminant, comme par un souffle, par un esprit. Quel esprit? Un esprit divin. Alors, quand nous voyons cette partie, nous tombons dans l'adage qui dit poeta nascitur orator fit. C'est-à-dire, on est poète et on devient orateur. Écoutez, on devient orateur. Excusez-moi, orateur et non orateur. D'accord. Alors nous prenons la suite, presque la fin même de cette partie, la base appellate. Qui appelle? Noster ille Ennius, notre fameux Ennius. Alors, Ennius, qui il est? Ennius fut un poète d'origine grecque, mais il a mis toute sa formation hellénique dans la formation ou au service plutôt du latin, au service de la littérature latine. Il a mis toute sa formation grecque au service du latin. C'est un écrivain de la période hellénistique. Alors, ces annales étaient considérées comme l'épopée nationale avant la parution de l'Énéide de Virgile. Parution comme publication. Je ne dis pas parution, je dis parution. Parution. Parution qui signifie publication. Voilà. Mais notre fameux Ennius appelle qui? Poetas. Complément d'objet direct. Mais comment il appelle les poètes? Il appelle Santos. Santos ici est attribué du CO de Poetas. Appelle les poètes saints. Mais comment il appelle les poètes saints? Suoyure à juste titre. Alors nous avons une subordonnée qui est introduite par quod. C'est un quod causal, donc ça c'est une conjonction de subordination. Et en principe, cette conjonction de subordination se construit avec l'indicatif. Mais il y a deux cas où cette conjonction de subordination se construit avec le subjonctif. Mais quels sont ces deux cas? Quand on n'admet pas les motifs ou encore l'auteur rapporte la pensée d'une autre personne. Et ici, code se construit avec le subjonctif présent du déponent vidé. Alors, ce subjonctif, ce verbe, c'est un verbe déponent qui va aussi avec esse. Et nous allons traduire par parce qu'il paraissait. Comment? Commendati. Commendati vient de commendare, confier, participe parfait passif, attribué du sujet de videatur. Le sujet de videatur est dans le verbe. Si on devrait bien l'exprimer, ça devrait être poetaille au pluriel. Donc, ils paraissent confiés à qui? À nobis. Ça, c'est un datif d'attribution. Ils paraissent nous avoir confié par quoi? Par dono, par un don, datif d'agent inanimé, par un don et par quoi? Et par une charge, littéralement, une charge de Dieu. Donc ça c'est un génitif possessif. Ce sont les dieux qui possèdent cette charge, ce sont les dieux qui possèdent les dons. Alors, mais ici, pourquoi on a utilisé les subjonctifs? Ici, Cicéron a utilisé le subjonctif parce qu'il n'admet pas cet adage qui dit poeta nascitur orator fit. C'est pourquoi nous avons les subjonctifs, parce qu'il n'admet pas cet adage-là. Et puis, nous avons aussi quasi
nous avons aussi quasi quodam spiritu divino, c'est-à-dire les poètes est inspiré comme par un certain don divin. Alors, en utilisant Ennius ici, Cicéron a utilisé un argument. Mais quel est cet argument? C'est l'argument d'autorité. Parce qu'on a parlé des poètes. Et pour soutenir sa thèse, il va prendre l'exemple d'Ennius qui est un poète. Alors maintenant, nous pouvons passer au paragraphe 19. Suivez attentivement la lecture. Sit igitur iudices sanctum apud vos humanissimos homines hoc poetae nomen quod nulla unquam barbaria violavit. Saxa et solitudines voci respondet bestiae saepe immanes cantu flectuntur atque consistunt. Nos instituti rebus optimis non poetarum voce moeamur. Nous allons d'abord nous arrêter là-bas et nous allons continuer. Analysons d'abord cette partie. Alors, nous commençons par la base de la proposition. La première proposition, c'est-à-dire la proposition principale, a pour base sit. C'est un subjonctif optatif, c'est-à-dire subjonctif de souhait. Allez vérifier la grammaire de Gilles 349, vous qui avez les moyens. Alors, qu'est-ce qui est? C'est nomen. Mais ici, on a interpellé des gens. Cicéron a interpellé qui? Cicéron a interpellé les juges. Donc, iudices, juge. Le igitur que nous avons ici, c'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. En principe, il pouvait bien être placé même en tête de la proposition. Donc, juge que ces noms, les noms de qui? Les noms du poète. Que ces noms du poète soient comment? Sanctus. Adjectif qualificatif, attribut du sujet, nommé. Soit sacré. Soit sacré auprès de qui? Soit sacré auprès de vous. Les vos ici désignent toujours les juges. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes homines. Homines est à l'accusatif apposé à vos. Mais quels hommes vous êtes? Vous êtes des hommes humanissimos. C'est aussi un adjectif qualificatif qui est au superlatif. Ici, Cicéron, en utilisant ce superlatif, il est en train d'utiliser l'hyperbole. Quelque part, donc, il est en train d'exagérer. Mais il est fait pourquoi? C'est pour gagner vraiment la sympathie des juges. Alors, nous avons une subordonnée relative. Quel est le mot qui introduit cette subordonnée relative? C'est quod. Et l'antécédent de quod, c'est nomen. Quod, c'est un accusatif COD de quel verbe? De violavit. Alors, violavit vient de violare. Attention, ce n'est pas le sens de violer. Ici, violare a le sens de profaner. Qu'est-ce qui a violé? Qu'est-ce qui a profané? Permettez-moi. Qu'est-ce qui a profané? C'est nulla barbaria. Ça, c'est un adjectif indéfini déterminant de barbarie. Et barbaria, c'est un nominatif féminin singulier, sujet de violavit. Maintenant, quand on dit barbare, les Romains, qui ils appelaient barbares? Les Romains appelaient toutes les nations étrangères comme des barbares. Donc, tout le peuple étranger était considéré chez les Romains comme des barbares. Par exemple, on peut citer les Gaulois, on peut citer les Espagnols, on peut citer les Grecs. Et si nous, Congolais, on appartenait aussi à cette période-là, c'est que les Romains allaient nous traiter de barbares. Alors, barbaria sera traduit plutôt par nation étrangère. C'est-à-dire qu'aucune nation étrangère, unquam signifie jamais, ne jamais. Donc, n'a jamais profané. Voilà comment il faut traduire cette partie.
juge que ce nom du poète, aucune nation étrangère n'a jamais profané, soit donc sacré auprès de vous, homme très cultivé. Alors, la suite maintenant, nous avons le verbe respondere. Respondere, qui signifie répondre. Qu'est-ce qui répond? Saxa. Saxa, les rochers. Qu'est-ce qui répond également? Solitudines. Solitudines, les déserts. On dit les rochers et les déserts répondent à quoi? À la voix. Mais ici, il s'agit de la voix de qui? De la voix du poète. Donc, il y a une figure de style. Quelle est cette figure de style? Donc, une personnification, une prosopopée. Alors, la deuxième proposition, nous avons comme base flectuntur, et la troisième proposition, consistante. Flectuntur, il est au passif, qui signifie fléchir, c'est-à-dire sont fléchis, c'est-à-dire s'effléchissent. Qu'est-ce qui est fléchi? C'est bestial, les bêtes. Mais quelles bêtes? Les bêtes imanes, les bêtes sauvages, ça vient de imanis, imane. Les bêtes sauvages se fléchissent. Le mot qui modifie flectuntur, c'est saïb, et c'est un adverbe de temps, se fléchissent souvent par quoi? Par les champs. Cantus, quatrième déclinaison. Et qu'est-ce que ces bêtes font aussi? Ces bêtes consistent, s'arrêtent. Donc ici, nous avons la personnification. D'ailleurs, dans la deuxième partie, il faut très bien préciser cette personnification à laquelle on fait allusion. Il s'agit de la prosopopée, parce qu'il y a un mouvement ici. Alors maintenant, quand on parle de saxa et solitudines respondent à quelle légende Cicéron fait allusion ici? Cicéron fait allusion au mythe d'Amphion. Et quand il parle de bestiae imanes flectuntur, saepe cantum atque consistunt, à quoi l'orateur fait allusion? L'orateur fait allusion ici au mythe d'Orphée. Voilà comment on écrit Amphion et Orphée. Maintenant, voilà, Amphion s'écrit de cette façon. Et on fait de cette autre façon. Donc ici, il s'agit du mythe d'Amphion, du mythe d'Orphée. Je vous dispense les autres détails. Voyez dans votre commentaire, le support de commentaire que vous avez, vous allez lire mythe d'Amphion, vous allez lire mythe d'Orphée. Alors, la proposition suivante, quelle est sa base? Sa base, c'est Moea, mot qui est au subjonctif présent, subjonctif délibératif. Si je ne me trompe pas, de Giva 344. Giva 344, c'est là où on parle du subjonctif délibératif. Alors, moere, l'infinitif c'est moere et mouvoir. Mais qui est aimé? C'est nos. Nous. Comment sommes-nous? Nous sommes instituti. Instituti de instituere, qui signifie établir. Ici, il a le sens d'instruire. Nous. Instruits par quoi? Par optimis rebus. Rebus, c'est un ablatif d'agent inanimé. Et optimis, c'est un adjectif au superlatif de bonus, bona, bonum. Le comparatif de bonus, c'est meilleur. Et rebus, c'est des res, mais ici au sens d'enseignement. Donc nous instruits par les meilleurs enseignements. Ne serons-nous pas émus par quoi? Par woke, la voix, vox vocis, vox populi, vox dei, la voix du peuple, la voix de Dieu. Par la voix de qui ici? La voix de Oetaro. Alors
nous avons un génitif subjectif. Pourquoi? Parce que woke, c'est un nom verbal. Ça vient du verbe wokare, appeler. Et ici, ce sont les poètes qui appellent. La voix des poètes. Alors, avec cette partie ici, qui commence des nos instituti jusqu'à Moyamu. Jusqu'à Moyamu. Il faut voir les textes. Il ne faut pas considérer la construction. Nous avons nos instituti rebus optimis non poetarum woke Moyamu. Cicéron va utiliser encore un argument. Mais quel est cet argument? Il a utilisé un argument à contrario, c'est-à-dire un argument à contrario. Argument à contrario. On dira même antimème à contrario. Antimème à contrario. Alors, mais comment nous allons expliquer cet argument à contrario ici? On nous dit ici les rochers et les déserts, qui sont des choses, répondent à la voix du poète. Les bêtes sauvages, on ne parle pas des bêtes domestiques, les bêtes sauvages se fléchissent par les champs et s'arrêtent. Mais nous qui sommes, au contraire, nous qui sommes instruits par le meilleur enseignement, c'est nous qui devons à tout moment répondre à la voix du poète et non les rochers et les déserts. Et c'est nous qui devons à tout moment chercher à fléchir devant les chants des poètes et non les bêtes sauvages. Voilà pourquoi Cicéron a utilisé cet argument. Et cet argument, nous l'avons appelé argument à contrario. Voilà. Alors, la partie suivante. Nous continuons avec notre lecture. Homerum colophonii quem esse dicunt sum, qui sum vindicant salamini repetunt Smyrnaei vero sum esse confirmant itaque etiam delubrum eius in opido dedicaverunt. Per multi alii praeterea pugnant inter se atque contendunt. On prend d'abord, on s'arrête d'abord là. La première proposition a pour base dicum, c'est une proposition principale. Ça, c'est un verbe que nous connaissons très bien. Qui disent colophonie? Les habitants de Colophon. Colophon, une cité grecque. Alors, avec le verbe dicum que nous avons ici, nous nous attendons à quelle proposition? Nous nous attendons à une proposition infinitive. La base de cette proposition, c'est esse. Qui est? C'est Homerum. Homerum, c'est Homère, l'Homère grec, c'est-à-dire c'est un très grand poète grec et qui est surtout connu par ses deux œuvres, l'Iliade et l'Odyssée. Homère, un très célèbre poète grec qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Alors, les habitants de Colophon disent qu'Homère est qui? Sum kiwem est leur citoyen. Accusatif, attribut du sujet. Ça, c'est un adjectif possessif. La proposition suivante, nous avons comme base du vindicant. C'est revendiquer. Qui revendique? Qui? Ici, ce sont les habitants de Chio. Les habitants de Chio, c'est toujours une ville grecque. Les habitants de Chio revendiquent quoi? Avec ces verbes, nous attendons à une proposition infinitive, mais la base est sous-entendue. C'est pourquoi nous parlons d'une proposition infinitive elliptique.
Qui est ce Eum? Le Eum désigne toujours Homère. Les habitants de Chio revendiquent qu'il est le leur. Pronom possessif, attribut du sujet. Dans la proposition suivante, nous avons comme base répétunt. Répéter au sens de réclamer. Qui réclame? C'est Salamini, les habitants de Salamine. Toujours une ville grecque, c'est une île d'ailleurs. Les habitants de Salamine réclament qui? Eum, qui est sous-entendu, c'est toujours Homère. Les habitants de Salamine les réclament. La proposition suivante a pour base confirmante. Qui confirme? Smyrnae, les habitants de Smyrne. Confirme, alors avec ce verbe, nous attendons s'il y a une proposition infinitive dont la base est esse. Mais qui est Eum? Accusatif, sujet, mais le Eum est sous-entendu, mais il désigne toujours Homère. Qu'il est, alors le esse est modifié par wero, un adverbe qui signifie vraiment, qu'il est vraiment qui sourd, toujours pronom possessif, qu'il est vraiment le leur. Nous sommes arrêtés là, je crois bien, et nous prenons la partie suivante. On avait lu jusqu'à... Oui, ça va. Dedicare, qui signifie dédié. Qui ont dédié tous ces habitants dont on a parlé là-bas. Alors, c'est pourquoi ils ont dédié, ça c'est un adverbe, etiam qui signifie aussi, ils ont dédié quoi? Des rubrum. Ils ont dédié les sanctuaires, les temples de qui? De Eius, qui est toujours Homère, les temples de celui-ci, ou in opido, dans la ville. Praeterea, c'est un adverbe. En outre, la base de la première proposition ici, c'est pugnante. La deuxième, c'est contenut. Pugnante, qui signifie lutte. Qui lutte? Per multi ali. Plusieurs autres. Donc, à part tous ces peuples que nous avons cités là-bas, il y a d'autres peuples aussi qui luttent entre qui? Inter se. Ça, c'est une préposition. Qui luttent entre eux et qui font aussi quoi? Et rivalisent. Donc tous ces poètes, tous ces habitants sont en train de réclamer Homère. Alors nous prenons la dernière partie pour la lecture, l'avant-dernière même, je dirais. Ergo, illi, quia poeta fuit, post mortem etiam expectunt, nos unc vivum, qui et voluntate et legibus noster est, repudiamus. Prenons d'abord ça. Ergo, conjonction de coordination. Donc, c'est une particule conclusive. Expectunt, c'est expectere, réclamer. Qui réclame? Illi. Ceux-là, c'est-à-dire tous ces habitants dont on a parlé, à savoir les habitants de Colophon, du Chio, de Salamine, de Smyrne. Ceux-là réclament. Le mot qui modifie le verbe, c'est l'adverbe etiam, réclame aussi. Quand post-mortem, réclame après la mort. Mais qui il réclame? Il réclame alienum, un étranger. Alienus, alien qui signifie étranger. Donc Homère est considéré comme un étranger. Mais pourquoi ceux-là réclament Homère après la mort, qui était un étranger? Quia fuit poeta, parce qu'il fut poète. C'est un attribut du sujet, ça c'est une conjonction de subordination. C'est un quia causat, conjonction de subordination et cause. Alors, la proposition suivante, nous avons comme base repudiamus. Dans certains livres, tels que les lettres latines ou les latins, vous verrez repudiemus. Dans ce cas, ce serait un subjonctif présent et ce serait un subjonctif de délibération. Mais dans l'ouvrage que nous utilisons ici,
on a mis repudiamus, donc on l'a amené à l'indicatif présent. Alors, qui rejette ces noces? Nous, rejetons-nous qui? Oui, c'est vivant. C'est vivant, c'est-à-dire Archias. Donc, Cicéron est en train de faire une comparaison entre Archias et Homère. C'est vivant qui est, c'est pour une proposition subordonnée relative, qui est qui? Qui est le nôtre. Mais par quoi il est le nôtre? Il est le nôtre et par sa volonté et par nos lois. Alors ici, quand on dit que Archias est nôtre par nos lois, on pense à quelle loi? On pense à la Lex Claudia Papyri. La proposition suivante.